Madame Diane Keïta, bonjour. Bonjour, Monsieur Ben Yaïch. Vous êtes la directrice exécutive adjointe en charge du programme du Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA. D'abord, on voit votre parcours, un parcours d'ancienne ministre de 30 ans de Nations Unies. C'est une expérience solide de cette institution et de ses ramifications dans le monde. D'abord, comment aujourd'hui vivez-vous la période de l'après-Covid qui a impacté le monde entier? C'est comment, en deux mots, euh, puisque vous êtes arrivé en juin 2020. Absolument, merci pour cette question. Arrivé aux Nations Unies en juin 2020 était une période très spéciale parce que tous les collègues travaillaient à partir de leur domicile, littéralement, un peu partout dans le monde. Et quand on est une organisation de terrain, une organisation opérationnelle, ça rend le travail beaucoup plus difficile. Et il faut avouer que certaines de nos équipes sont quand même restées auprès des populations du fait de notre mandat humanitaire et on quand même continue à travailler dans des conditions extrêmement, extrêmement difficiles. Donc, Alors, vous venez de publier un rapport intitulé Comprendre l'imperceptible, agir pour résoudre la crise oubliée des grossesses non intentionnelles. C'est un rapport important. Il fait un état des lieux. D'abord, comment aujourd'hui résumer en quelques points clés les conclusions de ce rapport? ce rapport est un rapport absolument important pour la période dans laquelle nous sommes. Ce rapport dit simplement ceci, que la grossesse doit être une aspiration et non une fatalité. C'est pour ça qu'on fait bien la notion et on parle de grossesse non intentionnelle, parce que certaines des grossesses intentionnelles peuvent être appréciées, un résultat heureux. Mais pour la plupart, il a été démontré par nos recherches de terrain qu'elles elles ne le sont pas et ont des conséquences dramatiques sur la vie des femmes et la vie des jeunes femmes. Vous travaillez, on va rester sur votre institution, mais travaillez beaucoup avec les États en totale coordination pour pouvoir encadrer cette réalité. Comment aujourd'hui le travail est-il mené alors que les indicateurs ne sont pas très améliorés depuis peut-être même il y a une dégradation des indices ces dernières années, non? Le, excusez-moi, le Covid n'a pas facilité l'amélioration des indicateurs. Il faut Ouais. dire que la période Covid, en plus, a impacté de bien plus les femmes et les jeunes filles. Et les questions de la santé sexuelle et reproductive ont été véritablement touchées. D'où l'importance de notre rapport. Rendez-vous compte qu'il y a 121 millions de grossesses non intentionnelles chaque année de par le monde, ce qui est énorme, ce qui nous ramène à 300 000 par jour. Donc, parce que les indicateurs sont impactés, parce que c'est ce qu'on appelle une crise silencieuse, comprendre l'imperceptible, ce qu'on ne voit pas. Et je crois que c'est une possibilité pour les dirigeants de véritablement mettre le doigt sur les questions de mortalité maternelle et sur les questions de morbidité maternelle afin qu'ils se rendent compte que pour qu'il puisse y avoir un développement humain durable, il faut mettre l'accent sur la santé sexuelle et reproductive parce que c'est l'essence même de la personne humaine. Comment expliquez-vous aujourd'hui cette espèce de lenteur on a du mal à comprendre le rôle des États et la prise en main de cette réalité qui a un coût exorbitant pour les pays. Vous savez, parce que c'est très souvent considéré comme étant une affaire de femme, une affaire privée, la grossesse. Et donc, les États ne s'en mettent pas, en oubliant profondément que l'indicateur de mortalité maternelle est l'un des plus importants pour le développement, quel qu'il soit, pour le développement socio-économique. Et c'est pour ça que ce rapport met véritablement donne les chiffres pour faire voir l'importance de la place de la femme dans la société, de lui donner le leadership nécessaire pour choisir l'élément le plus important, donner la vie. Ça doit être une aspiration. Tous les gouvernements aujourd'hui veulent la jeune fille à l'école, veulent donner le pouvoir de décider aux femmes. Mais quel est le pouvoir de décider le plus important?
c'est celui de mettre au monde. Celui de mettre au monde. Et si on ne commence pas par l'essentiel, on se voile la face là-dessus, les États n'iront pas très très loin. C'est pour ça que ce rapport est poignant et pertinent. Et je crois qu'il est très bien reçu pour les premiers commentaires que nous recevons. Et nous devons évidemment travailler avec les États parce qu'ils ne sont pas les mêmes. On remarque aussi que le niveau de développement impacte la quantité de grossesse non intentionnelle. À partir de ces conclusions, comment vous allez opérer aujourd'hui? Vous êtes en charge du programme. Expliquez-nous comment vous allez vous y prendre. Avec grand plaisir. Vous savez, on a dans notre programme stratégique, on s'occupe des questions de population et de développement. Mais évidemment, c'est vaste. Alors, on essaye de se concentrer sur les années à venir sur 3 aspects fondamentaux. Premièrement, éliminer toutes les mortalités maternelles qu'on peut prévenir. Et les grossesses non intentionnelles peuvent conduire à la mortalité maternelle. Deuxièmement, notre deuxième résultat transformateur, véritablement, c'est de s'assurer que les demandes en matière de planification familiale soient satisfaites. Et vous savez, si la planification familiale était plus accessible, cela diminuerait énormément les grossesses non intentionnelles. Et enfin, essayer d'éliminer les violences à l'endroit des femmes et des filles et de toutes les pratiques néfastes. Et c'est la même chose, parce qu'une grossesse non intentionnelle est une violence invisible, mais très criarde dans la vie d'un être humain. Vous êtes la secrétaire, pardon, la directrice exécutive adjointe, comme je l'ai dit, basée aux États-Unis. Quel est le ratio en termes de terrain et de réalité de bureau? C'est-à-dire comment arbitrer entre tous ces éléments? Vous savez, je suis, comme vous l'avez dit, j'ai 30 ans de carrière aux Nations Unies, je suis une personne de terrain. Donc, je n'ai pas attendu que Covid s'achève pour commencer à prendre mon bâton et aller voir mes équipes. Et là, au moment où je vous parle, j'ai fini, j'ai fait le tour de l'Afrique déjà, j'ai fait l'Amérique latine et le Moyen-Orient. Il ne me reste plus que 2 de mes régions, l'Europe et l'Asie du Centre et le continent asiatique dans son entièreté. Parce qu'il était important aussi pour nous de rencontrer nos équipes opérationnelles pour leur donner du tonus et les féliciter pour le travail qui est fait. Comme vous savez, nos opérations en ce moment, que ce soit en Afghanistan, en Haïti, en Ukraine, ne s'arrêtent pas, ou en Tigré ou en Myanmar. Donc, nos équipes sont vraiment à pied pour faire ce travail-là. Et dans certains endroits, nous avons aujourd'hui des taux de mortalité maternelle qui sont vraiment exceptionnels pour le travail qui est fait par nos équipes. Je reviens de Jordanie, dans un camp, on a 0 décès maternel, ce qui est absolument extraordinaire. Mais ce n'est pas le cas dans les communautés hautes, ce n'est pas le cas dans certaines régions africaines aujourd'hui parce que d'abord elles sont très souvent très inaccessibles et nous avons besoin que les questions de planning familial vraiment soient prises très au sérieux. Et certains pays commencent à le faire avec grand succès. On ne va pas être dans une forme d'afro-pessimisme, mais on va rester dans l'afro-réalisme. C'est-à-dire qu'en regardant aujourd'hui la carte de l'Afrique, et notamment le Sahel, est-ce que cette situation de crise profonde est en train de dégrader tous les indicateurs, et particulièrement ce que à l'égard des femmes, des enfants, c'est-à-dire que comment cette réalité est-elle évaluable? Vous avez raison. Et je suis justement, certainement comme vous, une afro-optimiste, convaincue. Et on y arrive doucement, mais il faut que l'Afrique mette au premier plan la question humaine. Le développement basé sur l'humain est le seul développement qui sera réaliste. Quelles que soient les politiques sociales et économiques, si elles ne prennent pas en compte les besoins fondamentaux des femmes, des jeunes filles et des jeunes gens, par ailleurs, parce que la santé sexuelle et reproductive n'est pas limitée aux jeunes femmes, loin s'en faut, mais aux jeunes gens aussi, ça ne va pas avancer. Et la question du Sahel en ce moment, qui justement est préoccupante en cette matière-là, parce que beaucoup d'avancées avaient été faites, mais maintenant, comment faire avec toutes les questions difficiles qui se posent? Nos équipes sont sur le terrain, nous allons sur ce qu'on appelle arriver au last mile, on va vraiment jusqu'à la cliente, si je peux appeler ça comme ça, à la jeune fille, au village, pour leur donner les moyens. Et les premiers moyens, vous savez,
Monsieur Benyaïch, c'est l'éducation. L'éducation qui n'est pas toujours la formelle, bien entendu, mais la non formelle, savoir que les produits existent, savoir qu'on a le choix. Et souvent, c'est cette information qui manque. Est-ce que au niveau des États, au niveau des communautés, parce que non seulement on s'adresse là aux États, mais on s'adresse aussi aux communautés locales, aux autorités locales, aux ONG, à toutes les personnes qui ont un lien direct de travail avec les populations locales. Et ça, c'est important. Souvent, l'information manque. Et l'information peut décider de la vie ou de la mort d'une jeune femme aujourd'hui. On le sait, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Comment l'attribution est faite, la répartition par pays? Est-ce que par programme? Comment les choses se passent? Et aujourd'hui, est-ce que vous avez suffisamment de moyens pour pouvoir vous attaquer à une question qui a un coût social énorme? Votre question est pertinente et centrale à ce que nous faisons. Très simple. Nous avons besoin, en gros, le chiffre de 228 millions de dollars pour pouvoir atteindre ces résultats aujourd'hui dans notre programme. Évidemment, cet argent-là, nous n'avons pas besoin qu'il vienne complètement au niveau du Fonds des Nations Unies pour la population. Si les États sont prêts à prendre leur part en charge, ça va nous faire avancer beaucoup. Ce que nous faisons au niveau des pays aussi, c'est de faire ce qu'on appelle une étude des coûts dont l'État a besoin pour atteindre le développement minimal pour ces questions. Et ces ressources ne sont pas disponibles. Nous avons beaucoup d'appui, puisque vous savez, pour le Fonds des Nations Unies pour la population, nous ne recevons que des contributions volontaires. Il n'y a pas de contribution obligatoire d'aucun État. C'est pour cela que nous faisons ce plaidoyer de manière très forte. Et grâce à des médias comme les vôtres, nous pouvons parler et exprimer comment on appelle, l'importance par les chiffres, parce que nos chiffres sont des résultats de recherche opérationnelle de terrain. Et c'est important que les États puissent en tenir compte. Sinon, aucune politique de développement ne fonctionnera. Vous connaissez la réalité mieux que personne sur, notamment dans des pays où vous avez circulé et même dans le monde. On voit en Afrique le poids et le rôle de la femme. Qu'est-ce qui explique ce paradoxe, que le poids de la femme est tellement fort, important dans le couple, dans la société, et en même temps cette espèce de fragilité extrême? C'est vrai, c'est un point important. Et vous savez, les grossesses non intentionnelles sont énormément au niveau des femmes mariées. Très souvent, parce qu'elles sont mariées, on estime que si elles peuvent mettre au monde, elles doivent mettre au monde. Point. Sans savoir l'impact que ça va avoir sur sa vie, sur sa santé et sur son développement personnel, si elle travaille ou si elle a d'autres aspirations pour elle-même, ou simplement d'avoir le temps de s'occuper mieux des enfants qu'elle a déjà. Et c'est ça le défi le plus important, parce que notre approche, non seulement elle est sanitaire, mais elle est sociale, elle est économique, et elle est culturelle aussi. On fait très attention à l'approche sensible à la culture, aux cultures locales, pour s'assurer que ces questions soient prises en compte. Et on a de très jolis exemples au Niger ou en Mauritanie, qu'on appelle l'école des maris, par exemple, qui donne des résultats absolument intéressants. Oui. Pour aller plus loin, c'est-à-dire que dans les programmes de votre organisation, est-ce que vous êtes à partir des ODD, ce qu'on appelle les critères que tout le monde attend pour l'amélioration des indicateurs des populations, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes optimiste dans cette convergence pour y arriver, ou il y a encore des choses qui constituent des obstacles par rapport à cette donnée? Il y a des obstacles parce que, comme je l'ai dit, la question de la santé sexuelle et reproductive est centrale au développement humain. Il faudrait augmenter le niveau d'éducation, il faudrait que les filles puissent rester à l'école plus longtemps, afin qu'elles puissent avoir l'éducation nécessaire pour pouvoir se prendre en charge. Il est avéré que moins la fille reste à l'école, plus elle quitte l'école au niveau du secondaire, ça crée des opportunités de mariage précoce, ça crée des opportunités de grossesse non intentionnelle. Ça, c'est extrêmement important. La protection sociale aussi et l'assurance santé maladie est extrêmement importante dans ce cadre-là, et ça n'existe pas partout. Et ça, c'est une question qui doit être absolument prise en compte.
et évidemment l'enjeu sanitaire en tant que tel, comment accéder au centre de soins et d'information communautaire est aussi un aspect important. Mais enfin, on n'en parle pas souvent, mais le recensement de la population est extrêmement important pour savoir où sont les populations, où sont les poches de pauvreté et les poches de vulnérabilité les plus grosses qui soient. Comment les États s'appliquent avec vous? Parce que vous avez des bureaux un peu partout dans ces pays. Comment vous guidez les pas des États? Comment la synergie s'effectue? On travaille, on est proche des États, on travaille énormément. Parfois, c'est difficile pour certains États de les faire accepter certaines de nos terminologies. Parfois, certains trouvent que santé sexuelle et reproductive, ça ne doit pas se prononcer en public. Et avec cela, on travaille quand même, puisqu'en privé, ils veulent bien l'accepter. Et parfois, c'est difficile. C'est de plus en plus accepté, mais du fait que ce soit accepté et de passer à l'acte font deux choses différentes. Donc, Ouais. notre travail, comme vous savez, nos indicateurs sont dans les ministères sectoriels. Comment faisons-nous pour faire comprendre que l'indicateur de mortalité maternelle est essentiel au développement économique? C'est un grand travail chez nous. D'abord, c'est la recherche de données. Nous essayons vraiment de convaincre les États d'avoir des données de développement et les données les plus détaillées que possible, d'où sur les indicateurs, sur les questions de violence, sur les questions de mortalité maternelle et qu'est-ce qui les prouve. Parce qu'il y a des mortalités maternelles qui sont préventables, qu'on peut prévenir. Et celles-là ne doivent plus arriver, où que ce soit. Donc, on essaie de convaincre par ça. Et la planification familiale, encore une fois. Mhm. Vous parlez de données. On voit que beaucoup d'Africains ne sont même pas recensés. C'est que comment aujourd'hui établir le bon critère d'appréciation de la situation pour pouvoir traiter en profondeur ces aspects? Il y a des pays encore qui sont très en retard sur leur recensement, mais beaucoup le font. Mais nous avons aussi énormément d'enquêtes qui complémentent le recensement général de la population. Il y a Ouais. les enquêtes de démographie et santé, il y a des enquêtes de nutrition qui permettent d'avoir, et les enquêtes des ménages, qui permettent d'avoir une idée globale de ce qui se passe, même si on n'a pas l'envergure pour toute la population. Mais ce qui est encore mieux, ce sont les gouvernements qui commencent à avoir des lignes budgétaires absolument dédiées aux questions de planification familiale pour s'assurer que dans la protection des femmes et des jeunes femmes, ces questions soient prises en compte. Et ça, c'est véritablement important. Parce que pour que les donateurs accompagnent aujourd'hui, il faut qu'ils soient convaincus, que les gouvernements soient convaincus du bien-être de leur population et qu'ils soient prêts à les prendre en charge. Pour marquer votre passage, j'ai envie de terminer cet entretien avec une note d'espoir. C'est-à-dire que comment vous allez, j'imagine, une femme de terrain comme vous avez des idées pour pouvoir booster cette problématique. Absolument, absolument. Et je vous assure que ce rapport va faire la différence. Je suis pleine d'enthousiasme. Je viens d'une partie du monde qui a bénéficié des politiques de développement mises en œuvre par les Nations Unies. Nous renforçons l'éducation partout, l'éducation formelle et informelle. Et surtout, nous travaillons énormément avec les organisations féministes et de jeunes dans les différents pays pour qu'ils portent la voix. Parce que c'est effectivement très porteur d'avoir les jeunes qui parlent et qui s'expriment. Non seulement ils réussissent à former les anciennes éducations, leurs propres parents, mais aussi leurs jeunes frères et jeunes sœurs. Donc, j'ai beaucoup d'espoir pour le travail que nous faisons et de plus en plus d'États véritablement nous suivent et je pense que c'est ça la bonne voie. Diane Keita, je rappelle que vous êtes la directrice adjointe en charge du programme à l'UNFPA, le programme des Nations Unies. Je vous remercie d'avoir été avec nous et d'avoir permis de décrypter la situation et de comprendre les données de ce problème aujourd'hui. Merci infiniment, Monsieur Benyaïch. Merci pour ce temps et nous comptons sur vous aussi pour passer cette bonne parole parce qu'elle est importante. Les hommes doivent s'engager. Merci beaucoup. Au revoir. Moi, au revoir. Merci infiniment. Au revoir.